Alors, bonjour à tous. Je suis Liam Mocard, donc de la société Ornes. Donc, juste une petite introduction. Ornes, c'est un cabinet de conseil en SS2I, enfin une SS2I. Donc, on est spécialisé dans l'ingénierie système, réseau et stockage, principalement sur le secteur financier. On en a d'autres clients, mais principalement sur les secteurs financiers. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'ingénierie du niveau 3 et plus, et on est en train de chercher des gens compétents en fait. Donc on recrute, n'hésitez pas à aller sur notre site et poser vos candidatures. Donc moi, je suis un vieux, ancien de Minet, ancien de Télécom Sud Paris, de CSI, la meilleure branche à Télécom Sud Paris. Oui. Et actuellement, je suis en mission chez Natixis, donc une banque de finances et d'assurance. Donc en tant qu'ingénieur sur infrastructure Big Data, donc il y a toute la partie la stack ELK et la stack Elasticsearch, Kibana. Donc l'infrastructure, comment monter en charge, le design de l'infrastructure. Et aussi pas mal de développement, surtout du Python, du calcul du maths derrière sur Python et de la présentation en JavaScript. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est on va parler des systèmes distribués, comment monter en charge sur des systèmes distribués. En fait, de façon générale, le problème qui se pose, c'est que on développe une application, on achète un produit, on l'installe, on fait le tourner, ça nous plaît bien, il y a de plus en plus de monde qui l'utilise, et on se rend compte rapidement que, victime de son succès, le service il va pas répondre à la demande. Donc on va essayer d'augmenter les performances. Il y a plusieurs techniques, on va voir un peu leurs limites. Et du coup, rapidement, les systèmes distribués vont s'imposer. Et il faut dans un système distribué, la plus grande problématique, c'est de synchroniser les données, c'est de s'assurer que on donne toujours le même résultat un peu partout, que tout le monde en a la même vision. Donc on va voir comment on va synchroniser ces données, comment on tacle des problématiques des écritures concurrentes. Donc si on a plusieurs process qui vont écrire au même moment, comment on gère ça. Et puis, on va voir vraiment techniquement les différentes solutions pour implémenter cette synchronisation de données. Donc, la première solution qui traverse l'esprit pour augmenter les performances, c'est acheter des plus grandes machines. Enfin, ça, c'est le type de remarque que j'ai eu tout le temps. Les machines, ça coûte rien. On jette l'ancienne et on achète une nouvelle machine. Sauf que ceci en a une limite. Là, vous voyez, enfin, typiquement des serveurs côté Dell, on peut monter sur des machines qui ont 176 cœurs en x86, et on peut monter même plus sur des Power 8. Et le problème, c'est que ça monte en carré en fait. Pour doubler les performances, on multiplie par 4 le prix. Donc cette technique-là, elle a une limite, elle a une limite financière. Hein, ça coûte pas mal d'argent. Et elle a une limite technique, il n'y en a pas des serveurs grands à l'infini. À un moment, on peut plus augmenter une seule machine. Et l'autre condition qu'implique ceci, c'est qu'il faut, aujourd'hui, un processeur, ça tourne à 4, à 5 GHz, on bute là-dessus, on peut pas augmenter, il faut que l'application soit multithreadée. Et qui dit application multithreadée, on parle d'un système distribué, mais vraiment au sein du processeur. C'est-à-dire, on a plusieurs process qui vont se partager la même charge. Donc, finalement, on revient à la même problématique. À la place de faire sur N machines, on fait sur la même machine, mais avec de plus en plus de processeurs. Et les mêmes problématiques vont se poser. Donc, la première idée qui traverse l'esprit, c'est de distribuer les fonctions. Donc, on a un seul serveur qui répond à la demande. On va dire, le serveur, il va récupérer vos mails, il va les mettre en forme, il va vous les envoyer. On va mettre une machine qui sauvegarde les mails, une machine qui les met en forme, et une machine qui sert là uniquement pour rendre le service. Et donc on arrive sur des chaînes pour répondre à une requête, on va aller d'un serveur à un autre et puis remonter tout le chemin, ou des architectures un tout petit peu plus complexes.
où on va essayer de réduire ce chemin pour éviter qu'on s'étale à l'infini. Donc il faut que les fonctions soient indépendantes. Donc c'est une première condition. Il faut que vraiment les fonctions soient indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, je reprends mon exemple de récupérer le mail. Une fois qu'on a récupéré le mail, la mise en forme, elle doit plus dépendre d'autres process. On a toutes les données, on les a récupérées, on passe à l'étape suivante. La deuxième chose, il faut qu'il y ait peu de données à échanger. Vous imaginez, enfin, ça vous arrive parfois au sein d'un développement d'une application d'avoir que le résultat final il fait 1 kilooctet, la source elle fait 1 kilooctet, mais au milieu vous montez à 100, 200 mégaoctets parce que vous faites des calculs, vous montez des tableaux, des structures avant de sortir le résultat. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que au milieu, vous trouvez à échanger des quantités de données faramineuses entre vos serveurs et que le réseau vous freine. Et puis, il faut que le temps d'exécution soit ce qui implique, c'est que le temps d'exécution soit vraiment supérieur au temps de transfert. C'est-à-dire, si on met 1 milliseconde pour transférer la donnée, il faudra que l'exécution elle dure quelques millisecondes pour que ça soit rentable. Si c'est juste pour dire que ça met 1 milliseconde à calculer, par exemple, et 2 secondes à transférer, ça perd tout son intérêt. Et il faut s'assurer, derrière la contrainte que ça va appliquer, il faut que tous les services soient disponibles. Donc, toute votre chaîne doit être disponible. S'il y a le moindre faille à n'importe quel moment, vous perdez tout. L'autre approche qui est faite, c'est de dire, moi, mon problème, c'est pas une requête en soi, c'est la charge que ça induit. J'ai plusieurs utilisateurs, j'ai de plus en plus de monde connecté sur ma plateforme. Donc, la donnée en soi, elle est petite, mais par contre, la charge, elle vient du nombre de requêtes. Donc, il faudra une des solutions, on va dire, voilà, on va mettre plusieurs serveurs et on va trouver un moyen pour répartir la charge entre les différents nœuds qui existent sur notre réseau. Comme ça, on apporte une puissance de calcul plus importante, plus de bandes passantes réseau, mais par contre, la donnée, il faut qu'un seul serveur soit capable de supporter cette donnée. Il faut qu'on n'a pas énormément de variations. Si la donnée bouge trop, il faudra trouver des mécanismes beaucoup plus compliqués pour les synchroniser. Et il faut que les requêtes soient indépendantes. Ça, c'est un cas qui arrive souvent. Des gens qui vont mettre dans leur application une dépendance entre des requêtes, par exemple une session, il ne pense pas à partager la session, l'utilisateur il arrive sur un premier serveur, il s'authentifie, il exécute, il navigue dans les pages, et à un moment, il est ramené sur un deuxième serveur, parce qu'on passe la charge. Et tout ce qu'il a exécuté sur le premier serveur est perdu. Il faut que soit il arrive à le récupérer quelque part, soit que cette requête soit indépendante des autres, en fait, qu'on s'assure qu'au niveau du client, on a tout ce qu'il faut pour reprendre. Et il faut que le serveur donc héberge tout. Et l'autre moyen, c'est de distribuer la donnée. Donc, on a une donnée qui est importante, donc on va distribuer sur plusieurs serveurs. À la place d'avoir une seule base de données, un seul serveur qui héberge toute la base de données, on peut avoir plusieurs machines qui hébergent cette même base de données, et chacun va prendre un petit bout, comme on a vu tout à l'heure pour Cassandra. Donc, c'est le type de problématique qu'on se pose. Voilà, on va mettre plusieurs N nœuds, et ils vont se partager la donnée, et comme ça, on peut monter en capacité de stockage. La condition, c'est que la donnée doit être en bloc indépendant. Typiquement, tout à l'heure, sur Cassandra, on voyait que c'était des lignes. Des lignes, quand chaque ligne elle est indépendante de la suivante, ainsi de suite. Et donc il faut qu'on réussisse à vraiment faire découper notre donnée par petits bouts qui soient indépendants et qu'on puisse faire un mécanisme de clé ou de hash derrière qui nous permet de retrouver cette donnée. Il faut gérer les conflits. On a vu tout à l'heure sur Cassandra s'il y a le conflit suite à une panne d'un nœud ou un conflit suite à des utilisateurs qui vont intégrer différentes données. Et il faut un mécanisme qui s'appelle la technique de MapReduce. Et donc les techniques de MapReduce, c'est-à-dire qu'on puisse exécuter la requête qu'on veut sur plusieurs machines et qu'à partir du résultat de ces plusieurs machines, on puisse consolider. C'est pas évident à tous les cas. Pour faire la somme, comme tout à l'heure, on prend l'exemple tout à l'heure, faire la somme, c'est quelque chose qu'on peut faire sur plusieurs machines et puis consolider. Mais si on commence à filtrer, à dire, par exemple, quels sont les 10 plus gros utilisateurs,
si au niveau de chaque machine on sortait les 10 plus gros, ça se trouve qu'il y en a un qui apparaît pas dans aucune des listes, mais il apparaît sur toutes les machines. Donc on va pas le voir. Et typiquement, il y a des solutions pour ça. Par exemple, l'Elasticsearch ou des choses comme ça, ils vont dire quand on cherche les divs les plus gros, on va chercher les 100 les plus gros sur chaque machine. Et puis on va faire la somme et on va regarder quels sont les divs les plus gros consommateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Ça va se corser après. Hein. Non, pas trop. J'essaie de faire ça trop compliqué. Alors, une synchronisation parfaite, ça signifie quoi? C'est-à-dire à un instant T, on a cette donnée-là dans notre base. Donc, pardon. La ligne avec le ID 1, elle est à la version 1 et le message c'est new. Et puis on va la mettre à jour, donc on va dire qu'on va mettre à jour cette ligne-là à la version 2 et le message ça sera on. Ce qu'on veut idéalement, c'est que l'utilisateur il injecte cette donnée-là et puis directement on a tous les nœuds qui répondent à l'instant. Dès qu'on valide à l'utilisateur son entrée, tout le monde répond la même chose. Donc c'est vraiment cette synchronisation parfaite qu'on va essayer de tendre vers. Le problème, voilà, ça c'est un workflow pour assurer une synchronisation parfaite entre des nœuds. Donc ce qui se passe, c'est que on va avoir une demande d'écriture. Donc un premier utilisateur va demander l'écriture. On va mettre en pause toutes les requêtes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va écrire pour le moment. On récupère on exécute sa commande sur une première machine, et puis on va répliquer sur les autres nœuds. Entre-temps, vous voyez que les autres utilisateurs, ils sont en pause, tant qu'on n'a pas assuré que tous les nœuds, ils ont fini leur écriture. On acquitte l'écriture à l'utilisateur pour lui dire, c'est bon, on a écrit, et après, on ouvre les vannes et on commence à traiter les données. Et ça revient tout à l'heure au problème de déterminer le plus gros élément dans la chaîne, ce qu'on discutait tout à l'heure. Et le problème qui se pose, c'est que pour avoir un état fiable, il faut qu'on arrête toutes les requêtes, on a la réponse de tout le monde, on suppose qu'on n'a perdu aucun nœud au milieu, ou si on a perdu un nœud, qu'on fait tourner tous les mécanismes de validation, de s'assurer que la donnée elle est là, qu'on va répliquer, ainsi de suite. Et après, on va réautoriser l'écriture. Donc c'est vraiment très 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 contraignant, une synchronisation parfaite, c'est très contraignant et c'est encore plus problématique qu'aujourd'hui. Une des utilisations qui est faite de la réplication des données, c'est de faire des clusters sur plusieurs data centers, sur plusieurs zones géographiques différentes. Pour s'assurer, on a un incendie sur une salle serveur, pas de problème, on a une deuxième salle, on va reprendre la main et ainsi de suite. Vraiment, c'est très contraignant. Ça signifie que là, on va parler centaines de millisecondes et pendant 100 millisecondes, on fait rien. On est juste là en train de dire, on attend qu'on valide toutes les métriques et après on passe. Alors, ce qui se passe, c'est que si on bloque pas, le problème qui peut se passer, c'est que le message, là, la demande d'écriture, elle est faite sur le premier nœud, elle est propagée vers les autres. Et que ce qui peut arriver, c'est qu'ils sont ce deuxième nœud, il est vraiment au milieu de la mise à jour qu'il est en train de faire, la donnée. Et on va voir que la version, elle est 2, mais le message, il est de l'ancien message, parce que il n'a pas encore fini de mettre à jour tous les champs. Donc, si on attaque, si on fait la mise à jour et qu'au même moment on a une lecture ici, on va avoir une donnée qui veut rien dire. Pire encore, on peut tomber sur des cas où il a commencé à mettre à jour et que cette donnée-là, si on fait aucun mécanisme de protection, ce qui se passe, c'est que cette donnée-là, elle va être corrompue en mémoire. Donc ça peut être, là j'ai mis c'est old, les 2 premières lettres et la 3e lettre, mais quand c'est corrompu en mémoire, ça peut être tout et n'importe quoi et on peut complètement perdre, se trouver sur des pointeurs qui pointent vers nulle part et un segmentation fault généralement qui suit derrière. Donc on a essayé de dire, bon ok, la synchronisation parfaite c'est très contraignant,
Si on fait rien, c'est aussi très contraignant. C'est dommage qu'on se trouve avec une donnée qui veut rien dire. On va relâcher un peu les contraintes et on va tendre vers quelque chose qui s'appelle la cohérence de la donnée. La cohérence de la donnée, donc on a la mise à jour qui arrive ici. Alors, il y a un petit clic. La mise à jour qui arrive ici. Donc, ça c'est l'état initial. Le premier nœud, il est mis à jour. Les autres, ils sont pas encore. Et ce qui se passe, c'est que le nœud, là, il y a de l'écriture qui a disparu, mais c'est pas censé disparaître. Mais là, il y a, ce qu'on va arriver, c'est que le nœud, il est soit à l'état ancien, soit à l'état nouveau, mais pas entre les deux. C'est-à-dire, on va bloquer par nœud le temps de la mise à jour, qu'on s'assure qu'on a complètement répliqué l'objet, qu'on va réouvrir. Et donc, ce blocage-là, il va se passer entre le moment où il reçoit la donnée et le moment où il va la servir. Et c'est très très rapide. On est sur une seule machine, on est en local, on a déjà traité, on sait ce qu'on va faire, et puis on va faire une pause qui va prendre quelques microsecondes, voire parfois même quelques nanosecondes, à mettre à jour. Et puis on switch les pointeurs, on dit voilà, maintenant on sert la deuxième version. Et puis le troisième nœud, quand il a fini aussi de recevoir la donnée, il va présenter le résultat. L'idée ici, c'est que à chaque instant, on va présenter quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire ce nœud-là, il va répondre à l'état de système tel qu'il était il y a un peu de temps. C'est ce qu'ils appellent du near real time, c'est du proche temps réel. On n'est pas au temps réel, la donnée elle a bougé, mais on est à quelques millisecondes de près, on est presque sur du temps réel. Donc on va relâcher une contrainte en fait sur la synchronisation, et c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus rapidement, de ne pas bloquer tout le système. On prend l'écriture, on la propage, et puis chacun, quand il arrive à l'état pour présenter le nouveau document, il va faire le switch. Et donc, à chaque instant, on va représenter l'état du système à t moins quelque chose. Idéalement, sur une synchronisation parfaite, delta t, l'écart de temps, il doit être égal à 0. Donc, sur une synchronisation parfaite, elle est à 0. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire sur ces mécaniques, avec des mécanismes de synchronisation, c'est vraiment de faire tendre ce delta t vers 0. On est sur un fonctionnement asynchrone, mais qu'on va essayer de tendre petit à petit vers quelque chose de synchrone. Et donc, ça revient à l'idée de eventually consistent, qui va être consistant à un certain de temps. À terme, ça va être consistant, et c'est ce qu'on essaie d'obtenir. Maintenant, il est parfois intéressant de dire, moi, la consistance à la milliseconde ou à la microseconde, ça m'intéresse pas. On peut relâcher un peu plus de contraintes. On peut dire qu'on accepte qu'on a un retard d'1 ou 2 secondes. Et comme ça, on peut mettre en place des mécanismes de cache des données, des mécanismes de buffering, d'écriture séquentielle, pour qu'on rassemble les données qu'on a à écrire et puis on flash d'un seul coup les modifications qu'on veut faire. Et c'est ce qui nous permet de monter très très rapidement en performance. Est-ce que j'en ai des questions? Ouais. Apparemment, c'est très clair. Ou pas du tout. Alors, il y a un cas, en fait, qui se pose toujours, un problème qui se pose toujours, c'est le problème des écritures concurrentes. On a un premier utilisateur ici qui veut mettre à jour le message à B, un deuxième qui veut le mettre à jour à C. Comme on n'est pas en synchronisation parfaite et qu'on ne bloque pas tout l'état de système pendant la mise à jour, ben les deux nœuds vont accepter la donnée. Et puis, quand on va essayer de propager, on va arriver sur un état de conflit. Donc, chez Cassandra, la solution qu'ils ont prévue, c'est on utilise le temps. Ce qui est relativement fiable, mais sur Cassandra, c'est à la microseconde. Et donc, tout ce qui est en dessous de la microseconde, on va pas le voir. Et puis, on va prendre aléatoirement ou on va rejeter les écritures parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est un vrai problème, c'est une vraie hantise des développeurs de systèmes distribués. C'est ce conflit de données si on arrive dans un cas où on a
deux données qui arrivent et puis on ne sait pas quel choix on fait. Est-ce qu'on prend la deuxième? Est-ce qu'on prend la troisième? Est-ce que l'ancien état c'est le plus cohérent? Et on ne sait pas quoi faire. Et quand on parle de systèmes distribués, notamment sur du big data, on parle sur des systèmes, par exemple, qui travaillent sur quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de requêtes à la seconde. Et donc, juste faire une pause pour se dire qu'est-ce qu'on fait ici, ça rend le système complètement inutilisable, en fait. Donc, une des techniques qui arrive très très souvent, ça s'appelle du master-slave. Donc, on va autoriser un seul nœud qu'on va appeler primaire ou master à accepter les écritures. Et tous ceux qui sont en bas, ils vont faire uniquement de la lecture. Donc, toute écriture, même quand on veut écrire ici, qu'un client se connecte ici pour écrire, la requête est forwardée là. Et donc, c'est au niveau du master qu'on va aligner les demandes et puis on va les traiter dans l'ordre. Donc, ce qui nous évite à se poser cette question par la suite. C'est-à-dire, si on a deux écritures qui vont être contradictoires, qui arrivent au niveau du master, soit on rejette les deux, soit une des deux, soit on peut dire, dans la queue du master, comme c'est une file d'attente unique, on traite le premier, puis on traite le deuxième, et puis on propage les deux informations, une derrière l'autre. C'est une seule file, donc ils vont arriver nécessairement une derrière l'autre. Et ce pattern-là, on va le trouver un peu partout dans les systèmes distribués. Il y en a plein qui utilisent ce concept de dire, voilà, à chaque fois, on va définir un maître sur la donnée ou sur une partie de la donnée, parce que le problème du master-slave, c'est que si on a un seul nœud responsable, c'est que les débits d'écriture, ils sont limités par ce nœud-là. Donc, si on a un seul nœud qui est capable d'encaisser 3000 requêtes en écriture par seconde, eh ben, on peut pas les dépasser. Et puis, du coup, pour ce type de problème-là, on va dire, on va partitionner la donnée. Et puis, chaque serveur, il en est responsable à l'écriture sur une partie de la donnée avec des algorithmes de hash. Et puis, au fur et à mesure qu'on a les écritures, ils vont être répartis sur notre système et on peut monter en puissance en écriture. Donc, ce mécanisme va nous assurer vraiment qu'il y a une seule source de modification, qu'on n'a pas de conflit à l'échelle, tout se suit dans l'ordre. Et puis, derrière, quand on parle d'une structure maître et classe, généralement, on parle de mécanisme de failover. Si jamais on perd ce maître-là, il faut prendre une des réplicas et puis les lire comme étant le maître de la donnée. Alors, ça, c'est une capture faite sur une interface d'administration Elasticsearch qui s'appelle COP. Là, c'est un zoom sur cette partie-là. Donc, on voit que il va prendre la donnée, l'index s'appelle foo, il va découper en 4 blocs, donc c'est des 4 shards, et il va faire 3 réplications. Donc, il y a un maître et 2 esclaves à chaque fois. Donc, si je prends la partition 2, vous voyez la 2, elle est là et en bas. Et donc, on voit ici que, dans la présentation qui est faite sur cette interface, on voit bien que celui qui est en vert plutôt clair, c'est lui le maître. Donc, toutes les écritures vont passer sur ce nœud-là, pour la shard 2, uniquement sur ceux-là, et ceux-là, ils vont servir uniquement en lecture. De même, pour la shard 0, elle est là, ici et ici. Il n'y a que celui-là qui est autorisé à accepter les écritures. Tout le reste, ils font que de la lecture. Et si vous regardez, donc on a 4 shards, on a 6 serveurs, et on voit ici, par exemple, qu'on a 1, 2, 3 et 4 machines qui sont capables de supporter les écritures. Donc, si on utilise un algorithme de hash qui est suffisamment distribué, ce qui va se passer derrière, c'est que on a la puissance de 4 machines en écriture et on a la puissance de 6 machines en lecture. Donc, ça nous permet de appliquer l'idée du master-slave tout en s'affranchir de la limitation qu'on a un seul master qui fait les écritures. Est-ce qu'il y en a des questions? Alors, la problématique, c'est comment synchroniser. Comment, en fait, s'assurer que la donnée est synchronisée entre, on a la même visu qui arrive.
Le premier schéma qui est proposé, et que quand vous arrivez à votre chef, vous dites, on veut mettre plusieurs nœuds, on va vous dire, mettez une base au milieu, sauvegardez tout à la base, c'est la base qui gère l'unicité, et puis les nœuds derrière, ils vont se connecter à la base à chaque fois qu'ils vont faire soit une modification, ils vont arriver ici pour dire je modifie telle donnée, et puis ils vont servir les clients, soit pour faire la lecture, ils vont le faire au niveau de la base. Donc on met un bloc central, que lui, il est là pour assurer la donnée, elle est représentée qu'une seule fois, mais qui est accessible par plusieurs points. C'est très simple à mettre en place. Toutes les architectures, quand on entend parler par exemple d'un stack LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, et PHP, je pense. Et donc on va mettre la base MySQL, c'est elle qui va faire assurer que la donnée est cohérente. Et les PHP Apache, ils vont servir les clients, ils vont avoir une certaine puissance de calcul. Et c'est eux qui répondent aux clients, et c'est la base MySQL derrière qui assure l'unicité. Donc quand on veut faire une modification, on arrive sur la base MySQL. On peut potentiellement faire des locks, on va dire attention les autres nœuds, ne faites pas de modification sur cette ligne ou sur cette entrée, le temps que je finisse de faire ma écriture, et puis on release le lock et on reprend les données. Mais enfin, c'est une seule source de données, et du coup on n'a pas vraiment un problème de synchronisation de données, on a plutôt un problème d'accès concurrent à la donnée. Donc l'inconvénient, c'est que on a ce serveur-là au milieu qui pose un vrai problème. Comment gérer ce serveur-là en fait? Parce que si la charge elle est de ce côté-là, on est quand même un peu coincé. C'est-à-dire ce type d'architecture, ça suppose que la donnée en soi, la donnée elle est simple et toute l'intelligence elle soit implémentée dans ces agents-là. C'est eux qui ont besoin des ressources. L'autre problème, c'est qu'on a une charge réseau importante on a un spot, c'est là, et on a un élément sur lequel tout le monde va taper. Donc, si tout le monde arrive au même moment, il risque d'être saturé. Et on dépend d'une seule machine. Le problème de dépendance à une seule machine, ce type d'architecture, on va le retrouver sur des infrastructures aujourd'hui, taguées de big data, mais à la place d'avoir un nœud central, on va avoir un cluster central qui est distribué, mais qui va implémenter des mécanismes de synchronisation parfaite ou presque parfaite, avec des delta T où on va être très très serré il sert uniquement juste à coordonner les nœuds entre eux. L'autre implémentation qu'on a, c'est typiquement quand on est à Télécom Sud Paris, la première chose quand on dit on a plusieurs nœuds, réseau, on met du multicast et puis on balance à tout le monde, on voit en multicast et tout le monde va recevoir. Donc on utilise les fonctionnalités de l'infrastructure réseau, on fait un seul envoi, on se prend pas la tête, on envoie une seule adresse multicast, et puis tout le monde va recevoir. Ajouter des nœuds, c'est rien de simple, on ajoute un nœud, on lui dit t'écoutes sur cette adresse multicast là, et la donnée arrive. C'est très simple à concevoir. Il y a encore quelques années, j'aurais dit attention, ce type d'infrastructure. Il y a énormément de switches qui supportaient pas des bandes passantes importantes en multicast. J'en ai vu des switches qui coûtent un bras, coûtent quelques centaines de milliers d'euros, qui sont capables de gérer quelques centaines de gigabits de transfert de données, mais avec 200 ou 300 mégabits de multicast avec plusieurs sources qui envoient, on peut l'écrouler. Il suit pas la cadence en fait. Et ça a été corrigé depuis quelques années, typiquement la gamme Nexus chez Cisco, ça a apporté pas mal de corrections à cette partie-là, et notamment le multicast est passé sur des circuits dédiés plus en CPU. L'inconvénient du multicast, c'est qu'on envoie, c'est du send and forget. On envoie, on ne sait pas s'il y a des gens qui ont écouté, on ne sait pas s'il y a eu une réponse, s'ils ont bien reçu, si les paquets sont arrivés correctement, s'ils sont pas corrompus. Il faudra ajouter quelque chose en plus. Un multicast tout seul peut pas fonctionner. Juste un nœud qui envoie la donnée comme ça se balader dans la nature, ça pose un vrai problème. On a le risque de perte du paquet, mais ça c'est un peu partout dans le réseau. À chaque fois qu'on travaille avec du réseau, on a de la perte des paquets. Il faut pas se dire que perdre un paquet c'est rare, perdre un paquet c'est fréquent. C'est certes les probabilités sont sur des réseaux aujourd'hui, typiquement quand on gère
quand on gérait à la NATX6 ou la BMP, on est autour de 10-6, 10-8, le taux de perte de paquets. Mais rapporté à au volume, on perd quasiment un paquet toutes les secondes. Donc sur des applications qui discutent énormément. Donc il faut garder en tête, la perte des paquets, c'est quelque chose qui arrive très très fréquemment. La montée en charge du multicast est un peu compliquée. Je vais expliquer après par un exemple. Et puis, elle est limitée à un seul data center. Quand on fait du multicast, on est en LAN. Ben maintenant, après, on peut parler du LAN étendu. On va avoir 2 data centers qui se partagent le même LAN. Mais c'est des infrastructures qui sont très très coûteuses. Et généralement, le multicast, il reste au niveau du LAN. Et si on parle de LAN étendu, généralement, ce sera typiquement chez des groupes où on va avoir entre les 2 salles serveurs des liens à 100 ou 200 gigabits seconde. Donc des liens suffisamment costauds pour que ça se considère comme étant un seul data center. Alors le problème du multicast, c'est typiquement ce cas-là en fait. C'est que comme on fait du stand and forget, on a des serveurs qui sont liés au gigabit au switch réseau. Et donc celui-là, il va envoyer à 300 mégabits seconde, celui-là à 300 mégabits seconde, celui-là à 500 mégabits seconde. Donc ils vont tous envoyer sur leur adresse multicast. Ce qui va arriver, c'est que sur ce serveur-là, on a théoriquement un débit à 1 giga. 1 giga,1. Sauf que la machine, elle fait passer 15 gigabits. Ce qui va se passer, c'est qu'on va saturer le port et il va plus rien passer en fait. C'est que il va avoir du drop dans tous les sens et faites pas énormément confiance à Switch. Vous dites pas, oui, il y a que lui qui va perdre. Non, vous risquez même de perdre votre Switch qui répond plus. C'est des cas que j'ai vécu et que ça nous a causé vraiment de vrais problèmes, en fait. Et que, il faut faire gaffe, c'est que, comme on n'a pas la visibilité combien les autres ils envoient, on commence à balancer et ça arrive qu'on sature des serveurs. Alors, multicast, c'est bon. Il y a un cas d'utilisation, c'est sur les serveurs Tomcat. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Tomcat. Il y a des gens qui le connaissent? Pas? Non. C'est un serveur d'application, en fait, Tomcat. C'est-à-dire, on va développer une application en Java. C'est des applications web. Et donc, l'idée derrière, c'est vraiment servir du web. Donc, quand on fait du développement web, on va faire la session. La session d'un utilisateur, c'est typiquement le cas. Par exemple, on va s'authentifier. Vous arrivez sur votre page mail, vous authentifiez une seule fois. Et le reste du temps, vous faites plus d'authentification. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une session qui a été gardée quelque part, il y a un cookie qui est déposé au sein du navigateur, et que vous présentez à chaque fois, vous dites, voilà, j'arrive avec ce cookie-là, il va dire, ah, ce cookie-là, je l'ai déjà vu, c'est telle personne, et je l'ai authentifié. Donc ça s'appelle la session au niveau du serveur. Et cette session-là, vous aimez bien que si vous arrivez sur votre page mail, que vous ne faites pas authentifier à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose. Donc on va garder cette session, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la propager vers les autres serveurs. Comme ça, quand on met un load balancer devant, quand on va répartir la charge sur plusieurs nœuds Tomcat, quel que soit le point où vous arrivez, votre session va arriver avec vous. Et donc, la condition pour que ça marche, il faut que la quantité de données faible, parce qu'on a tendance à sauvegarder plein de choses dans la session, mais il faut rester très très sobre là-dedans. Il y a très peu de changements, c'est-à-dire c'est quelque chose, il y a des sessions qui arrivent, des nouvelles sessions qui arrivent, et puis quand ça arrive, voilà, une fois vous êtes authentifié pendant 12 heures, 14 heures, 16 heures, ça reste, la session elle reste suffisamment longtemps pour que elle bouge pas. Et du coup, le mécanisme derrière aussi, il est asynchrone, donc si vous switchez rapidement entre les nœuds, ça vous arrive, on vous redemande l'authentification. Et finalement, dans les best practices de développer sur Tomcat, il faudra pas être trop dépendant de la session. Au pire, vous arrivez, vous changez d'onglet, et puis à un moment, on va vous demander de vous réauthentifier parce que vous êtes arrivé dans le cas où on vient de mettre la session, le nœud vient de démarrer, il l'a pas encore reçu. C'est pas la fin du monde, vous faites une deuxième authentification, et puis ça peut arriver, en fait, ça choquera personne. Alors, idéalement, on a dit du multicast, on n'a pas de retour, ce qu'on fait, on fait du TCP.
Donc là, on sort l'artillerie lourde, la vérification de message, la vérification quand le message est bien arrivé, l'acquittement de la réception, les CRC pour s'assurer que la donnée n'est pas corrompue. Enfin, on sort l'artillerie lourde. Et on va avoir tous les nœuds qui vont se connecter ensemble. Donc tous les nœuds, ils vont discuter ensemble. Chacun va monter une session avec le nœud voisin. Et derrière, en fait, on va synchroniser les données entre ces nœuds-là. L'avantage, c'est que c'est une synchronisation rapide, parce que à chaque fois qu'on veut envoyer une donnée, on va l'envoyer à tout le monde, on est déjà connecté à tout le monde, et puis on balance directement, les sessions sont là, les canaux sont ouverts, on balance la donnée, et c'est rapide. Aussi, on détecte rapidement les erreurs, parce que quand on monte nos sessions TCP, quand on envoie de la donnée et que le nœud en face, il a crashé, par exemple, on peut rapidement détecter ce crash-là. Typiquement, la plupart du temps, c'est des crashs logiciels, donc le serveur il est up, mais c'est l'application qui est down, et du coup, c'est quelque chose qu'on détecte très très rapidement parce qu'on aura directement un acquittement côté serveur qui va me dire attention, ce port-là n'est plus utilisé ou l'application en face n'est plus là. Donc on a les acquittements et on a une convergence rapide. C'est le temps de réseau en fait. C'est pour que la donnée soit synchronisée. C'est le temps qu'elle arrive aux trois serveurs. On va voir après un mécanisme un peu plus compliqué. Vous allez voir que on peut avoir des mécanismes beaucoup plus lents. L'inconvénient, c'est que la donnée, elle va augmenter en N2. C'est-à-dire, plus on va mettre des nœuds, plus on va avoir des sessions TCP, plus on va dire des choses dans ces sessions TCP-là, et ça augmente en exponentiel, en fait. Et plutôt en N2, pour être correct. Et le nombre de sessions TCP peut grimper rapidement sur un cluster d'une centaine de nœuds. Enfin, on va avoir des centaines de connexions TCP, mais généralement, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, et ça peut vraiment poser un problème, et c'est quelque chose qui peut poser problème au niveau système. Alors, ça, c'est une simulation qui a été faite pour estimer, en fait, la montée, en fait, en fonction du nombre de nœuds ici, la montée du nombre de sessions. Donc, on voit bien que les sessions, ça augmente linéairement. Si on a 40 nœuds, on va avoir 39 connexions. On va se connecter aux 39 autres serveurs. Ça, c'est par nœud. Par contre, la quantité totale des données qui est échangée pour synchroniser ce cluster, elle va exploser rapidement. Et sur 45 ou 50 nœuds, on peut parler de quelques mégabits, de quelques dizaines de mégabits, rien que pour synchroniser l'état du cluster. Et donc à chaque fois pour dire voilà, attends, je suis up, il est up, l'autre est up, l'autre est up, et puis on arrive rapidement sur des données qui vont exploser. Et il faudra pas lire les chiffres en soi, c'est-à-dire ça c'est vrai pour une simulation dans un cas bien précis avec une taille bien précise, mais c'est un ordre de grandeur en fait. C'est-à-dire ce sera pas, vous n'allez pas me dire demain tiens 40 nœuds ça fait 14 mégabits et puis voilà, c'est un ordre de grandeur, et c'est quelques mégabits et ça peut monter très très rapidement en fait. Si on va partir sur les centaines de nœuds, le full mesh, il n'est pas adapté en fait. Le fait d'être tout le monde connecté, il supporte pas que notre cluster explose en taille. Typiquement, il y a un cas où on va avoir, c'est pas trop clair ça. On va avoir du TCP full mesh et avec la notion de master slave. C'est Zookeeper. Zookeeper, c'est un produit qui est développé dans la galaxie Hadoop. Et donc, le but de Zookeeper, c'est de présenter un point où on peut synchroniser toutes les données. Donc, tous les éléments de Hadoop qu'on va avoir, les girafes et les autres animaux de la galaxie Hadoop, ils vont synchroniser leurs données dans Zookeeper. Ils vont dire voilà, moi je veux écrire telle donnée, on va garantir qu'elle soit broadcastée partout. Donc Zookeeper il est vraiment du full mesh, donc tous les Z-nodes sont connectés entre eux, il y a un seul master à un instant T pour toute la donnée, tous les nœuds ils sont là en mode slave, sauf le master qui accepte les écritures. Donc chaque nœud qui va recevoir une écriture, il va la propager au master, qui va, lui, l'écrire, il va propager l'information aux autres slaves, reçoit l'acquittement de tous les slaves, s'assurer que tout le monde a bien écrit cette donnée-là, pour acquitter l'écriture.
Donc c'est vraiment ceinture bretelle. Tiens, s'il y en a des cas où on peut avoir une incohérence de données, mais c'est vraiment très très rare. Il faut chercher la petite bête en fait. Il faut arriver à quelques nanosecondes. Enfin, c'est très compliqué de mettre en cause la cohérence au sein de Zookeeper. Donc c'est ce qui est montré ici. Hein. Enfin, c'est un client, il fait une écriture, elle est balancée vers le leader. Le leader va recevoir et puis il va broadcaster. Enfin, broadcaster, c'est pas au sens réseau, hein, c'est vraiment au sens applicatif. Il va envoyer en TCP vers tous les nœuds pour leur dire, voilà, maintenant, ce nouveau champ a changé cette valeur-là. Et puis, au moment où il met à jour un champ, le champ il est bloqué sur tous les nœuds, personne ne modifie, mais personne ne peut le lire. Alors, là, on va voir vraiment l'inconvénient d'une architecture master-slave avec un seul nœud. Donc, on a ici pour une simulation à 910 clients. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Zookeeper, c'est leur référentiel de performance, c'est 910 clients, c'est un choix. Donc là, on va voir le nombre de requêtes traitées par seconde. Là, c'est le pourcentage. C'est-à-dire là, à 0%, c'est-à-dire on fait que de l'écriture. À 100%, on fait que de la lecture. Donc, on va voir en augmentant le nombre de serveurs, comme on a une seule machine qui fait l'écriture, ce qui pose un problème, c'est que on est bridé par cette machine-là. Donc, et surtout, comme c'est ceinture bretelle et qu'on attend l'acquittement de tous les nœuds avant de valider l'écriture, plus on augmente le nombre de machines dans notre serveur, plus les écritures sont plus lentes. Et donc, à 13 serveurs, on est à autour de 7-8 000 requêtes par seconde, alors qu'avec 3 serveurs, on était à 23 000 à peu près. Donc, ça, c'est l'inconvénient de vouloir tout synchroniser. Maintenant, c'est une sécurité. L'idée, c'est que à utiliser par parcimonie pour éviter, utiliser uniquement pour des choses très très critiques. Typiquement, pour mettre à jour l'état du cluster, pour savoir l'état des nœuds ou des choses comme ça. Mais là où ça commence à devenir plus intéressant, c'est en augmentant le taux de lecture. Donc, sur Zookeeper, généralement, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va mettre à jour, c'est qu'on va dire, voilà, il y a tel nœud qui sont up, il y a telle donnée dans tel nœud, il y a telle donnée qui tel nœud. Donc, cette donnée-là, elle n'est pas amenée à bouger toutes les secondes, elle est amenée qu'en cas de panne. Alors, ça arrive sur un gros cluster, ça arrive toutes les 10-15 minutes, mais pendant 15 minutes, on fait que de la lecture. Et ce qui se passe, c'est que plus on met des nœuds, ça explose, hein. Au bout d'un certain moment, on n'arrive plus à simuler le nombre de requêtes. En fait, avec 910 clients, c'est pas suffisant pour charger ne serait-ce que 5 serveurs Zookeeper. Donc, c'est vraiment là l'avantage d'une structure en full mesh, c'est que une fois qu'on a la donnée synchronisée, on sait que les états sont synchronisés par tout le monde, et on peut balancer, et un master-slave, un seul master pour tout le monde, et toutes les lectures, elles sont très très rapides à être exécutées. Mais voilà, ça revient toujours au problème du TCP, du full mesh. Dès qu'on va parler d'un cluster de quelques centaines, voire quelques milliers de nœuds, ça suit pas la cadence, on est bloqué, quoi. Et il faut faire autre solution. Donc il y en a pas mal de recherches qui ont été faites, et notamment sur ce qu'ils appellent les weakly consistent, c'est-à-dire où on a de la consistance faible. C'est-à-dire on va converger, mais on va encore étaler le temps pour dire qu'on ne converge pas tout de suite, mais on va converger au bout de quelques secondes, on va converger l'information. Et le fait de relâcher cette contrainte, ça nous permet d'avoir des systèmes peer-to-peer, où on va avoir un fonctionnement où un nœud il va se connecter à un nombre fini de nœuds voisins, qui va appeler ses voisins. Donc, à la première connexion, on doit lui fournir un autre nœud du cluster. On va lui dire, voici le cluster. Il va se connecter, il va récupérer la conf. C'est-à-dire, il va récupérer tous les serveurs sur ce cluster-là. Une fois qu'il les a récupérés, il va récupérer cette conf-là, et il va se connecter à un nombre aléatoire. On va dire, par exemple, dans la conf, on va dire, tu te connectes à 5 machines, et il va essayer de se connecter à 5 machines. Et à chaque fois qu'il reçoit une information, il la propage à ces 5 machines-là. Donc, quand on modifie une donnée à un point, elle est propagée au voisin.
Donc là, si par exemple on fait une modification ici, lui il va la propager ici et là. De même, ceux-là, quand ils vont recevoir la donnée, ils vont la propager ici et là. Lui, il l'a déjà reçu. Et il va lui propager ici, lui il va propager, et de proche en proche, on va propager l'information, mais on parle plutôt en temps de convergence. On n'est plus sur un mode instantané comme du full mesh, où si tout le monde était connecté les uns aux autres, ben, dès que le premier il les met à jour, il informe tout le monde. Donc ça met du temps à converger. Donc chaque nœud va échanger les voisins, il va propager les informations qu'il reçoit, et de proche en proche, comme ça quand on a 5 voisins, il va essayer de construire, de propager ces informations. C'est le type, ça s'appelle une infection style, c'est-à-dire c'est comme une infection, une maladie, où ça, on va infecter un serveur, il va infecter les 5 voisins, qu'ils vont infecter leurs voisins, qui infectent leurs voisins, et au bout d'un certain moment, la boucle est bouclée, tout le monde a reçu l'information. Ce type d'architecture, il est très très robuste parce que ben on ne dépend pas d'un seul nœud, propager l'information à chaque fois. Si on reprend ce cas-là par exemple, quand celui-là va propager une info, il va envoyer celui-là, il va envoyer celui-là. Sauf que ce lien-là, si par exemple il tombe, ben pas de problème. Quand celui-là il a reçu l'info, il va la propager vers ce nœud-là. Et donc même si on perd un chemin ou on perd, on trouvera toujours un chemin et puis une architecture bien pensée. Ici, c'est juste un exemple pour que ça soit bien lisible. Je fais de 2 à 3 connexions, mais par exemple, c'est sur un cluster d'une centaine, on fait 10 connexions à des voisins, donc ça couvre. On a 10 chemins pour arriver à un seul serveur. Le seul problème, c'est que comme on a du temps de convergence, il faut que la donnée ne bouge pas énormément. Il faut que la donnée soit suffisamment, qu'elle soit suffisamment stable pour que on puisse propager cette information. Il y a historiquement qui utilisent ces notions, c'est tous les mécanismes de rotage aujourd'hui, de RIP à OSPF à BGP. Chaque nœud, il va propager l'information de rotage qu'il a reçue aux voisins, et puis qu'eux reçoivent, on va vers les voisins, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on construise notre arme. Alors, pour prendre un ordre d'idée, il y a une librairie qui s'appelle SARF qui est faite par HashiCorp, qui permet d'implémenter des algorithmes de ce genre-là. Et cette librairie-là, elle offre un simulateur en fait sur lequel on peut tester comment utiliser notre réseau. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la partie full mesh TCP, on parlait de déjà à moins de 50 nœuds, on parlait de quelques dizaines de mégabits et énormément de connexions. Alors que là, avec 100 nœuds, chaque nœud va discuter avec 10 voisins. On met à jour à 1 seconde un check, c'est-à-dire il va prober ses voisins toutes les secondes, il va vérifier leur état. Et malgré cela, on va rester à des débits à 218 kilobits seconde par nœud, des débits relativement très très faibles. Par contre, voilà, c'est l'inconvénient de ces algorithmes, c'est qu'on va monter en charge et il faut à peu près 2 secondes à peu près pour que la donnée elle soit propagée à 99,99%. Donc ça reste toujours probabilistique, mais généralement on dépasse rarement ici. En fait, c'est une distribution, elle se fait comme ça, et la plupart du temps, on est sur des durées qui sont limitées parce que notre cluster est fini en fait. Et puis il y a des algorithmes de protection. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si on a un peu de temps, on peut parler un peu d'Elasticsearch. Quelqu'un? Non? C'était clair ou pas clair? Je pense qu'on peut parler d'Elasticsearch si vous êtes chaud. Oui, on peut. Un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu. Alors, on va parler un peu de l'Elasticsearch pour voir en fait comment ça a été implémenté, la notion
comment sur un système distribué on applique tous ces mécanismes-là. Alors, au démarrage, au départ, on démarre un cluster, on a un seul serveur, un seul nœud, et on n'a rien dessus. Donc c'est lui le maître de quoi? De rien du tout, mais c'est lui le maître. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un index. Et cet index-là, on va dire qu'il est découpé en 3 shards. Donc l'idée ici, ça revient tout à l'heure ce qu'on dit, c'est que si on fait un seul shard, c'est que on va être limité par un seul nœud pour les écritures, et donc on va déjà découper par 3 blocs. Ça nous permettra de monter en charge par la suite. On va arriver avec, on peut ajouter un deuxième nœud, et on va dire on va répliquer toutes les données. Ça c'est très très bien. On a répliqué toute la donnée, donc en cas de perte de ce nœud-là va reprendre la relève. Donc ici on va faire une réplication master-slave. Elle est faite en TCP, mais elle est faite de façon, en fait, la propagation de l'information elle est faite à l'écriture. Et par contre, pour qu'elle soit sauvegardée, elle est faite toutes les secondes, en fait. C'est un peu asynchrone. On va voir après par la suite. Répartir la charge, on prend un nœud master et on met sur un autre serveur. Ça nous permet de répartir la charge. Donc on a 2 serveurs qui vont accepter les écritures. Et puis ici, par exemple, on peut dire qu'on veut un niveau de réplication de 3. Et donc on peut supporter la perte de 2 nœuds et sans que avec le système qui continue à fonctionner. Alors ça c'est l'écriture pour que je toi. Donc ça c'est quand on veut ajouter un index, un document. Donc on va avoir une demande d'écriture qui arrive ici. Elle arrive sur P1 et pas de bol en fait, c'est pas lui. Moi je me suis connecté à la machine qu'on m'a fournie, je me suis connecté sur ce nœud-là. Pas de bol, il faut l'écrire sur P0. Donc, comme on est en architecture master-slave, donc, toutes les écritures sont forwardées vers le nœud qui va l'écrire. Il fait l'écriture, il propage vers son réplica, les 2 réplicas, et puis il va nous acquitter l'écriture. Donc, c'est là où on va voir vraiment, c'est vraiment une structure en master-slave, donc un master qui va prendre le choix, il va écrire, il va répliquer, et puis c'est lui qui sérialise toutes les écritures. De même, si on veut faire récupérer un document, on va faire la demande sur P1, et lui, il va dire, cette donnée qu'on a demandée, elle est sur le shard 0, le shard 0 est porté ici, c'est tout, donc il est porté sur 2 lieux, et il va faire en fait un round robin pour partager la charge. Comme les 2 peuvent, il y a 3 nœuds même. Le shard 0 est porté ici, ici, et il y a le master. Il va faire un round robin entre les 3 nœuds. À chaque fois, il y en a un qui répondra à la requête de lecture. Et comme ça, on va avoir un débit en lecture qui va être décuplé parce qu'on a plusieurs nœuds qui vont répondre à la requête. Donc, on peut enfiler les requêtes sur un seul serveur, lui, il va assurer la coordination, il va être le coordinateur de nos requêtes, mais par contre, à chaque fois, la réponse va venir d'un des réplicas. Il faut faire gaffe parce que ici, quand on est en consistance faible, c'est que la donnée, elle n'est pas nécessairement la même sur tous les réplicas. Ça se trouve que lui, il en a une visu plus récente. Donc, ça peut faire des petites surprises, parfois des gens qui utilisent Elasticsearch, qu'ils font 2 requêtes de suite, ils ont 2 résultats différents, parce que la donnée a été écrite ici, mais n'est pas encore propagée vers les autres clients. Il n'y a pas encore eu le temps. Et donc, le dernier cas qui est la suppression, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il reste le cas de suppression. Je sais pas si ça c'est le multi-pattern. Ça, quand on va mettre à jour un document, quand on change un document, on va
Arrivé, la requête arrive sur P1, toujours pas de bol, on veut le char de 0, on la forward vers P0. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour son document, mais pour assurer la consistance de la donnée, on va pas propager l'information comment mettre à jour, parce que ça se trouve, pour une cause de réseau, on va avoir deux requêtes de mise à jour sur le même document qui arrivent dans un ordre inverse. On ne garantit pas l'ordre. Donc, ce qu'il fait, c'est que il a reçu la requête de mise à jour, il va mettre à jour le document, il va sortir son état final, et il va envoyer une requête à lui-même pour dire, comme si j'indexe un nouveau document. J'écrase l'ancien par la nouvelle version. Et donc, cette demande d'indexation, ben, ça revient, comme tout à l'heure on a vu quand on indexe un document, il reçoit, il indexe lui, il propage vers les réplicas, et après, il valide à l'utilisateur. Voilà. Merci beaucoup.